Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers auditeurs, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce cours sur l'État consacré aux critiques de l'institution étatique en tant que telle. L'idée qu'il s'agit de critiquer, c'est l'idée que la justice puisse être instituée. C'est la justice comme institution. Et c'est la critique de l'État. Alors il y a toute une constellation de discours critiques, citons-en quelques-uns. Alors d'abord dans la galaxie marxiste, dans le Capital de Marx lui-même, paru en 1867, on pourra citer aussi Lénine dans Que faire en 1901 et chez d'autres auteurs marxistes, chez de nombreux auteurs anarchistes aussi du 19e ou du 20e siècle, je pense à Bakounine notamment, on trouve une critique de l'État comme instrument de gouvernement bourgeois. L'État ne serait finalement que le conseil d'administration de l'oligarchie dominante, de la bourgeoisie qui maquille dans l'objectivité du droit la réalité des rapports de domination violents qu'elle impose au prolétariat. L'État n'est de ce point de vue qu'une mystification institutionnelle. La justice institutionnelle est l'expression des intérêts et des codes de la classe dominante. Une illusion, donc un trompe-l'œil, une mystification, au moins dans les faits historiques, dans les pratiques politiques et économiques concrètes. Raison pour laquelle vous savez que dans les régimes socialistes, il en existe encore au moins un dans le monde, c'est la République populaire de Chine, l'État qui veut subsister doit être soumis au contrôle du parti qui veille aux intérêts du peuple, et hors de ce contrôle, point de salut. On trouve aussi tout un éventail de discours critiques à l'intérieur de l'Église et de l'histoire de l'Église, ou chez des penseurs qui évoluent à la périphérie de l'Église. Je pense par exemple au XXe siècle à la critique d'Ivan Illich. Dans La convivialité, paru en 1973, la multiplication des lois générales pour des situations singulières complexifie le fonctionnement institutionnel de la justice. Il augmente les coûts et les préjudices pour une société qui se juridicise, et qui se juridicise toujours au détriment de la fraternité, en engendrant des complications qui profitent à l'iniquité d'une oligarchie dominante. Il y a donc, dans le domaine de la justice, comme dans tous les domaines de l'action humaine étudiés par Ivan Illich, des phénomènes de contre-productivité. L'état normal doit produire de la justice, mais au-delà d'un certain seuil de complexité, il est contre-productif, c'est-à-dire qu'il engendre plutôt de l'injustice que de la justice. L'institutionnalisation de la justice est donc condamnée à terme à produire le contraire de l'objectif pour lequel elle a été pensée et mise en place. Enfin, il existe aussi tout un éventail de critiques développées au sein même de la philosophie politique libérale. Je pense par exemple, pour n'en citer qu'un, à Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1988, philosophe également bien sûr, disciple paradoxal de John Rawls que nous citions dans le podcast précédent. Amartya Sen considère qu'il n'y a pas d'idéal de justice transcendant et satisfaisant, et que la vision pro-libérale de Rawls, sans être illégitime, ne doit surtout pas être absolutisée. Elle ne doit pas servir à diaboliser ou à criminaliser les conceptions différentes de la démocratie. Il s'agit moins d'une réfutation pure et dure que d'une relativisation du modèle ou de l'idéal de l'État libéral qui domine en Occident et qui empêche d'ailleurs l'Occident de s'ouvrir à d'autres manières de penser la politique. On peut lire à ce sujet L'idée de justice, paru en français en 2001,
Un texte dans lequel Amartya Sen nous propose une version modernisée de la parabole indienne des 6 aveugles et de l'éléphant, puisque je vous rappelle au passage que Amartya Sen est un philosophe indien. Et j'en profite aussi au passage évidemment pour vous renvoyer au podcast consacré à la parabole des 6 aveugles et de l'éléphant. Vous les retrouverez sans peine dans le fil des clés de la philo. Amartya Sen donc nous propose une parabole, la parabole de la flûte, d'une flûte que se disputent Anna, Bob et Carla. Chacun des 3 enfants, nous dit Amartya Sen, revendique la propriété de la flûte. Pourquoi Anna la veut-elle? Parce qu'elle sait en jouer. Pourquoi Bob la veut-il? Parce qu'il est le plus pauvre. Pourquoi Carla la veut-elle? Parce qu'elle l'a fabriquée. Autrement dit, Anna illustre le point de vue utilitariste. Elle pense pouvoir maximiser le bonheur général, faire profiter de cette flûte en faisant de la musique qui fera plaisir à tout le monde. Bob illustre le point de vue égalitariste, si vous voulez le point de vue marxiste, d'un point de vue économique, puisqu'il s'agit, en ce qui le concerne, de compenser ou de corriger la pauvreté dont il est victime. Carla illustre le point de vue du libertarisme. Elle veut jouir des fruits de son travail. Lequel de ces 3 points de vue est le plus légitime? Amartya Sen nous dit que ces 3 points de vue ont une pertinence relative, toujours rationnelle. Rien, sinon un choix arbitraire, ne permet véritablement de les départager. D'un point de vue axiologique, ils ont la même valeur. Chacun d'entre nous est libre de préférer l'un ou l'autre de ces 3 points de vue, mais chacun de ces 3 points de vue est rationnel. Si bien que, in fine, le débat rationnel sur la justice est indécidable, qu'il est condamné à l'incomplétude, qu'il est interminable. Et on risquerait, à vouloir le terminer de force, par glisser vers l'autoritarisme, voire vers la tyrannie ou le totalitarisme, ce contre quoi, évidemment, Amartya Sen nous met en garde. Faisons donc attention à ne pas absolutiser nos préférences, qui sont légitimes, mais qui ne peuvent être érigées en vérité exclusive sans se transformer finalement en un remède qui sera pire que le mal. Pour Amartya Sen, l'avenir de la démocratie n'est pas dans le règlement définitif du débat entre ces différentes options politiques que sont le socialisme, le libéralisme, le pragmatisme, l'utilitarisme, etc. L'avenir de la démocratie consistera, dit-il, à donner aux gens les capacités réelles de faire les choix qui leur conviennent, c'est-à-dire de leur donner ce qu'il appelle des capabilité. Il ne sert à rien, explique Amartya Sen, de donner aux citoyens des droits abstraits si on ne leur donne pas en même temps les moyens concrets de faire valoir ces droits. On pourrait dire ça à la manière de Simone Weil qui, dans l'enracinement, précise que sans un devoir de sollicitude concret qui oblige l'État pourvoyeur de droits, ces droits pourvus par l'État n'ont aucune consistance. Aucune réalité effective. Alors là, on peut renvoyer à tous les exemples que discute Amartya Sen. De nombreuses institutions modernes occidentales ont préconisé des droits et des libertés fondamentales aux USA ou en Europe, tout en pratiquant l'esclavage, par exemple, avant la guerre de sécession aux États-Unis, ou en pratiquant le colonialisme, pour ce qui est de l'Europe, jusqu'au XXe siècle encore. Donc la justice n'est qu'un mot si la démocratie ou le gouvernement par la discussion, comme l'appelle Amartya Sen, ne donne pas aux citoyens les moyens réels de faire valoir leurs droits, si elle ne se reconnaît pas elle-même le devoir antérieur, antécédent et fondateur de donner aux populations des capacités concrètes. Là, alors en conclusion, on pourrait dire qu'avec Amartya Sen, nous redécouvrons l'actualité du problème qu'avaient posé les Grecs dans la pièce de Sophocle Antigone, puisque d'un côté nous reconnaissons Créon, représentant de l'institution sociale, incarnation du pouvoir de l'État, de la norme objective, mais aveugle, et même cruel, sinon par cynisme,
du moins par ignorance, quand l'État édicte une norme rationnelle, certes, mais privée de sens, en face de laquelle on trouve Antigone et le cri de sa conscience morale. Antigone, figure héroïque de la conscience morale individuelle devant l'injustice, lucide, divine même, puisqu'elle parle au nom des dieux, mais impuissante et visée même comme une émeutière, attentatoire à l'ordre public, fautrice de troubles, et dénoncée comme telle par Créon qui va la condamner à la peine capitale, à être enterrée vivante. Antigone est dans l'Antiquité grecque la préfiguration de ces réflexions modernes sur le droit de désobéir, qu'on trouvera chez les anarchistes que nous citions plus haut, mais chez Thoreau aussi, ou même à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui évoque le droit d'une résistance à l'oppression. Entendez bien le droit de résister aux empiètements et de la puissance publique sur nos libertés individuelles, d'où la légitimité même du principe de résistance tel qu'il s'exprimera au cours de la Deuxième Guerre mondiale dans l'action du général de Gaulle et de Simone Weil qui, comme vous le savez, lui a aussi prêté sa plume. L'exigence de justice est donc prise entre le cri aigu mais immédiat de la vertu individuelle et le besoin d'institutions qui doivent la pérenniser, mais sont soupçonnées de la dévoyer, suspicion que traduit le concept d'état de droit tel qu'il a été théorisé par des historiens du droit éminents. Je pense notamment à Maurice Soriot et à Léon Duguy. Notez bien ces deux noms si vous voulez approfondir la question, mais nous en avons dit beaucoup et sans doute suffisamment pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Clés de la Philo. Belle journée à tous!